Il paraît qu'il y a deux choses certaines ici-bas, la mort et les taxes. Alors, pour ces dernières, j'en étais déjà convaincu. Pour la mort, j'en venais à l'oublier jusqu'à la disparition de Charles Aznavour. Hier encore. Qui a été prélevé au bout de sa course. Alors, les taxes, elles vont bientôt être prélevées à la source. Et c'est justement le sujet de notre émission numéro 3, saison 2, éclairage. Pour en débattre, l'équipe habituelle, David, hello. Hey, bonjour. Bernard. Je suis revenu. Bonjour Philippe. David est revenu. Oui, bon, nos auditeurs ne sont pas obligés de savoir les coulisses, mais c'est le retour, tout à fait. Non, ça, avec l'impôt sur le revenu. Ah oui, ouh là là. Ça démarre. Et à ma droite... Marc merci. Non, bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous. Ton lancement me laisse perplexe. C'est vrai ? Oui. La mort et les taxes dans la vie. Moi j'aurais dit l'amour, mais non, la mort et les taxes. Je vais partir avec ça pendant toute l'émission. Ouais, non, mais j'ai dit en antenne que j'étais un petit peu énervé. Alors, chers auditeurs, auditrices et ceux qui nous regardaient, restez avec nous pour au moins 3 raisons. Ne vous sentez plus seul face à la complexité technique éventuelle du prélèvement à la source. Premier avantage, puisqu'en fait, on va vous partager notre expérience. Profitez peut-être quand même, parce qu'il y a quelques expertises autour de la table, certainement, de 2-3 éclairages déstressants peut-être par rapport au sujet du prélèvement à la source. Troisième avantage, d'éclairer son rapport avec la fiscalité. Est-ce qu'on est du genre type café du commerce, les impôts, voilà. Est-ce qu'au contraire on est un fanat ? En tant que croyant d'ailleurs, quel est mon rapport avec la fiscalité ? Et puis nous oserons même un détour, et du coup ça fait peut-être déjà 4 raisons et non plus 3, sur le prélèvement à la source que peut constituer la pratique de la dîme dans la Bible. Yes. Mais un sujet un peu hors touchy. Taxe alors. Hors taxe, tout à fait. Voilà. Donc petit tour de table pour lancer l'émission, messieurs, par vous et votre rapport personnel, presque charnel peut-être, intime avec le prélèvement à la source. Coup de cœur, coup de gueule, coup de stress. Qu'est-ce que ça provoque en vous spontanément, là, tout ça ? Moi, je dirais plutôt un coup de cœur, parce que je David, pense que c'est des choses dont on parlait. On voyait les Allemands à côté qui avaient le prélèvement à la source, et on disait que c'était plutôt une bonne chose. Donc maintenant, c'est là. Alors, j'ai un petit peu peur que ça soit fait un peu n'importe comment et un peu avec des hésitations et plein de trucs, quoi. Les Allemands, c'est depuis 1925. À la française, mais sinon, je pense que c'est l'idée de base est pas mal. Ok, donc plutôt coup de cœur pour Quel David. dénigrement de notre pays, David. Bon, enfin, on va peut-être en parler, mais quand on a vu les hésitations jusqu'au dernier moment dans certaines déclarations du président et du Premier ministre, bon, ça a un peu mis la panique à Bercy. Hein. Non, mais c'est juste une difficulté psychologique actuelle de notre président de la République qui a du mal à se situer. C'est tout. Aucun rapport avec la photo prise à Saint-Martin. Non, on ne change pas de sujet, Philippe, on reste tranquille. On reste sur notre tour de table. Alors moi j'ai envie de dire coup franc, mais parce que j'ai... Bernard Couffrand. Oui, coup franc. C'est-à-dire que on va voir ce que ça va donner. Non, c'est juste que effectivement, moi, la question des impôts est quelque chose que je trouve, mais on en reparlera, cohérent dans le fonctionnement de l'État vis-à-vis des concitoyens que nous sommes. Maintenant, le prélèvement à la source me fait pas peur. Ça stresse pas mal de structures. Ouais. Et ça, on en parlera aussi. Associative. Oui, ça fait partie des sujets de l'émission. Quid des associations, des structures diverses et variées qui vivent, entre autres, grâce à nos dons. Donc, plutôt coup de cœur, plutôt coup franc et pas trop coup de stress pour toi, Bernard et Marc. Alors, je ne sais pas que dire. Ce qui me paraît évident, c'est que voilà, c'est une étape qui doit se faire. Elle aurait dû se faire depuis bien longtemps. Tout le monde la repoussait, parce que c'était quand même l'arlésienne, cette affaire-là. Il y a peut-être des raisons, mais je crois qu'on va franchir une étape qui est saine. Bien sûr, ça crée de l'insécurité. Qu'est-ce qui va se passer ? Et le coup de peur de se dire, mais comment on va s'organiser ? Je crois que ça peut améliorer notre organisation financière au niveau de la famille, parce qu'on sait ce qui va sortir chaque mois, mais la plupart d'entre nous sommes déjà mensualisés. Voilà. D'accord. Bon, alors, les auditeurs, là, viennent d'entendre Marc avec un ton très très calme et tout, mais hors antenne, c'était pas tout à fait le même bail, ici. Non, là, il est filmé. Enregistré, filmé, tout ce qu'il faut. C'est quand j'étais directement avec toi, Philippe. Oui, là, j'ai tous les auditeurs avec moi. Oui, il me paraît tellement serein, là. C'est magnifique. Me concernant, c'est plutôt un peu un coup de stress, parce que quand je vois mon statut d'indépendant, j'ai des vacations salariées, mon épouse est salariée du cabinet, en plus elle est auto-entrepreneur, j'ai un petit peu de revenus fonciers, je fais pas mal de dons aux œuvres, et en plus j'ai du CESU.
les chèques emploi, solidarité, machin, que voilà. Donc j'avoue que j'ai un petit peu de stress, même si je suis en général un bon gestionnaire. Voilà me concernant. Tu devais déjà avoir du stress quand tu faisais ta déclaration d'impôt au mois de mai. Alors, déclaration de revenus, mon cher Marc, attention. De revenus. Bon, alors, merci pour ce petit tour de table. Concrètement, si on revient un petit peu sur les faits, on a parlé un petit peu d'hésitation, on a parlé aussi de choses anciennes en pratique dans d'autres pays. Est-ce qu'on peut éclairer nos auditeurs, nos auditrices qui nous écoutent, qui nous regardent, sur quelques éléments factuels? L'hésitation a pris fin quand, d'ailleurs, récemment, hein? C'est pas Édouard Philippe qui l'a annoncé C'est Édouard Philippe qui l'a annoncé, et en confirmant que ce projet-là allait aboutir, qu'il y avait toutes les garanties pour que ça se passe bien, et que donc il n'y avait pas de raison de revenir en arrière. Ok, je crois que c'était lors du journal du 20h, le 4 septembre, à 20h19 précisément, Édouard Philippe a dit « on y va les gars », quoi, en gros, hein. C'est ça? En marche. Mais, en marche, Bernard. Je ne sais pas si c'est une fausse impression, mais je trouve qu'avec la numérisation de la déclaration d'impôt et tout ça, de revenus. De revenus. Ah non, mais il va falloir que je l'appelle, ça. On va être alignés chaque fois qu'on parle de ça. Pardon, non, j'arrête. Je trouve qu'il y a quand même une sacrée efficacité, en fait. Je trouve que le site, rien que le site de déclaration des revenus est très efficace, fonctionne très bien. Et j'ai l'impression quand même que les services fiscaux sont déjà au bout d'une grande réforme intérieure. Ça se sent. Je trouve que quand même les services fiscaux français sont bien meilleurs qu'il y a 15-20 ans. Donc, je confirme complètement, et je trouve notamment, alors sur le plan technique et numérique, je les trouve hyper affûtés. Et au niveau relationnel, même si parfois je suis un petit peu surpris parce qu'on en sait plus que eux, mais en termes relationnels, super compréhensif, assez pédagogue en général, avec une vraie volonté de ne pas se mettre à dos le contribuable et d'être dans une relation presque de partenariat au risque de choquer certains. Ouais, je confirme, David. Bernard? Je confirme aussi, parce que ces derniers temps, j'ai été amené à aller à ma trésorerie et aux impôts, donc, et je trouve que l'accueil est... son trésor public. S'il l'appelle mon trésor, forcément. L'accueil est positif. Alors, ça n'empêche qu'on continue à attendre souvent très longuement son tour, ce qui là nécessite une amélioration. Mais une fois qu'on est à notre tour, eh bien, on a des interlocuteurs qui essaient de comprendre, qui essaient d'être logiques et qui essaient d'être pédagogiques pour nous donner les éléments qui permettent de répondre à nos questions. Quelle déclaration d'amour aujourd'hui, c'est... On repart avec la certitude qu'il faudra payer. Ouais. Ça, c'est vrai, parce que quand... voilà. Mais c'est fait, vrai, avec une humanité que l'on n'avait pas forcément l'habitude d'avoir de l'autre côté du comptoir. L'amour et les taxes, voilà, mais c'est humain, tout ça. L'amour et les taxes, c'est son trésor. Vrai, oui. Ok. Bon, est-ce qu'on peut quand même essayer de comprendre pourquoi ça a longtemps été discuté, ça n'a pas été mis en place jusqu'à aujourd'hui, et pourquoi il y aurait une spécificité française? Déjà sur le plan technique et peut-être après sur le plan politique. Est-ce qu'on peut avoir quelques éclairages sur cette hésitation? Alors je ne sais pas si j'ai tous les éléments. Hein, parce non, mais de toute façon, l'éclairage, on n'est pas forcément des spécialistes. Oui, c'est ça. On est des gens du peuple, entre guillemets, qui parlons de je ne sais pas si je vais dire une bêtise, mais j'ai l'impression, en lisant et en voyant les comparaisons qu'il y avait avec d'autres pays qui, depuis très longtemps, pratiquent l'impôt sur le revenu avec le David, prélèvement à la source, c'est qu'on a un certain nombre d'aides liées aux familles, aux enfants. Le quotient familial qui compliquait pas mal, enfin qui change pas mal la chose. J'étais surpris d'apprendre que, par exemple, en Angleterre, les déclarations d'impôts sont complètement individualisées. C'est-à-dire l'époux et l'épouse ont chacun leur déclaration d'impôt et que par un jeu ultérieur, on rajoute les prises en compte les charges des enfants qui doivent être d'ailleurs à mon avis, moins soutenues qu'en France. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est ça qui est, on a un mode familial de calcul qui complique peut-être le prélèvement à la source. Français. Ouais. Le système, j'allais dire, social français qui fait qu'effectivement, il y a une complexité qu'on n'a pas. En Allemagne aussi, je crois que les choses sont différenciées par rapport à ce qu'on... Oui, il y a des déclarations spécifiques justement pour déclarer quelques spécificités, mais effectivement, c'est une spécificité française, ou quasi française, le quotient familial, avec tout ce que ça implique, tout à fait. Merci David pour cet éclairage technique. Les parts, les demi-parts, les quarts de parts. Une réalité de la politique française depuis de très nombreuses années, c'est le soutien à la famille, à travers cela, qui est assez exceptionnel, parce que ça n'existe pas de la même manière dans le reste de la France, et qui a quand même donné de bons résultats par rapport au taux de natalité nettement supérieur en France par rapport à tous nos voisins.
Sur le plan politique, alors déjà donc sur le plan technique, je pense que si on dépasse des conversations du café du commerce, dans lesquelles j'aime bien être aussi des fois, on peut comprendre une certaine hésitation technique liée aux spécificités françaises et qu'on peut pas juste prendre un raccourci. Ah mais ailleurs, comme d'habitude, ils sont en avance sur nous. Il y a quand même des raisons spécifiques. Hein. Ce que tu mettais en avant et ce que je voulais dire aussi, c'est vrai que ça peut créer des craintes et c'est logique. C'est que celui qui va être au cœur du mécanisme, c'est quand même l'employeur. Ça, qui va être amené à devoir prélever ce que le fisc lui aura dit de prélever. Et donc, ça crée des fonctionnements à l'intérieur de l'entreprise, des charges administratives supplémentaires et peut-être des risques d'erreur, bien évidemment, parce qu'il faut être armé pour pouvoir bien le faire. Ouais. Sur le plan politique, vous expliquez l'hésitation, presque jusqu'à la dernière minute, effectivement, on risque de déstabiliser les équipes gouvernementales. Comment on peut comprendre cette hésitation politique ? Visiblement, c'est une peur d'une perte d'image. Une perte de popularité très forte. Qui serait liée à quoi ? Que ça serait mal compris. Mal compris. L'extrême sensibilité politique en France aussi. C'est-à-dire que chaque changement crée des peurs. Le Gaulois réfractaire ? Voilà, le Gaulois réfractaire. Il n'est plus dans sa comment dire, son étincelante popularité du départ, voilà. Enfin là, et donc je pense que chaque action politique maintenant le fait hésiter. Et je trouve que c'était très maladroit de dire que les services fiscaux seraient peut-être pas prêts et tout ça, parce que c'est quand même inquiétant. C'est inquiétant, surtout qu'il a été à Bercy, donc il sait comment ça fonctionne. Il a été inspecteur. Et il sait que c'est pas quelques mois avant qu'on revient en arrière, mais je pense que c'est ça, c'est des hésitations de est-ce qu'on a bien expliqué les choses et tout ça. Enfin bon, c'est un David, peu. Je crois aussi, et notre président de la République l'a dit à plusieurs reprises, c'est la crainte. En particulier sur les premiers mois. Puisque pour ceux qui ne sont pas mensualisés, c'est effectivement un choc. On va se retrouver au mois de janvier avec un salaire très inférieur parce que imputé de sa part d'impôt auquel on doit, que quand on n'était pas mensualisé, on devait payer au mois de mai puis au mois de septembre. Où là, c'était le coup dur. Parce que c'était des périodes avant été et après été où on était aussi. Donc, je me dis, c'est plus dans la mentalité, dans la tête des gens. Et je crois que la grande crainte, c'est de dire pendant 3 mois, les Français vont dire, mais on gagne moins, on a moins de pouvoir d'achat, alors que lissé sur l'ensemble de l'année, bien sûr, ça n'aura pas véritablement D'ailleurs, de il y a une différence. ligne supplémentaire qui va apparaître tout en bas. Qui peut, suivant les... Ah, qui peut ? Oui, ce ne sera pas systémique. D'accord. Non. Unique supplémentaire de... Sur le bulletin de salaire, disons... Impôt, prélèvement impôt. Oui, c'est ça. Je croyais que tu parlais du bulletin de salaire là, du mois d'octobre. Non, je parle de celui du janvier. Avant que le prélèvement... Non, je veux dire, ça va apparaître. Donc, du coup, le pouvoir d'achat, voilà, le pouvoir d'achat des Français, en termes psychologiques et en termes techniques, sur le premier mois, ça va être un choc. D'où l'hésitation politique. Parce que quand on est mensualisé, c'est sûr qu'on a notre salaire. Et puis, on a par ailleurs, un peu plus tard, le prélèvement de sa mensualité. On a pris des mécanismes pour organiser son budget en conséquence. Là, c'est une nouvelle organisation qui fait que, à la fin du mois, eh bien, tout de suite, je vais avoir tant d'euros en moins sur mon salaire. Bien évidemment, il n'y aura pas d'autres prélèvements au cours du mois. Donc, c'est une question d'habitude, mais qui, sur un plan psychologique et un plan de psychologie sociale, en tant que tel, peut avoir des incidences qui seront vite estompées. Mais on voit bien là le souci d'Emmanuel Macron de faire en sorte qu'il n'y ait pas de pessimisme, de déception au cœur de la société française qui pourrait lui être redevable. Je croyais que Marc était parti en Suisse, mais apparemment, non, c'est pas le cas. Pourquoi je serais parti en Suisse ? Non, pardon, il faut jamais divulguer ce qu'on dit hors antenne à l'antenne, Philippe. Ça, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Mais je n'ai même pas dit ça hors antenne. Je ne suis pas Charles Aznavour. Ça y est, il avait dit qu'il en parlerait. Bon, puisqu'on parlait de crainte légitime, effectivement, j'ai déjà entendu dans vos bouches, messieurs, le crainte de bug. Ok, bon, ça c'est une crainte, on va dire, technique liée au fait qu'on va devoir vérifier, vous et moi, peut-être que... Il y en aura. Il y en aura certainement. Il y a une autre crainte. Bernard. C'est vrai que la question de la vie privée est quelque chose sur lequel on est en France très... Donc la confidentialité, du coup. La confidentialité. Voilà. C'est Marc qui en parlait, je crois. C'est vrai que aujourd'hui, mon employeur ne sait pas quels sont mes autres revenus que ceux qu'il me verse. Or, demain, avec mon taux d'imposition que les impôts
m'ont indiqué lorsque j'ai fait ma déclaration, et mon employeur saura que, oula, il a le salaire, mais en plus il a tout ça, puisque son taux d'imposition... Et les émoluments liés à l'éclairage, à l'émission éclairage on en aussi, parle tout à l'heure. Oui, on en parle tout à l'heure en antenne. Merci Marc. Voilà, donc je crois que cette notion de vie privée est quelque chose qu'il faudra prendre en compte. D'autant plus que si je ne souhaite pas que mon employeur soit au courant, ce sera à moi d'aller faire ma déclaration moi-même. Alors il y a une possibilité, David, en fait, c'est d'indiquer à l'employeur, enfin de demander à ce que uniquement la partie revenu direct, soit directement prélevée, et le reste faire l'objet d'une déclaration ultérieure. Voilà. Est-ce que c'est ce qu'ils appelaient le taux neutre, ou je confonds là déjà, il me semble. C'est ça, je crois bien. Okay. Alors, autre aspect, tu parlais du système anglais, avec l'individualisation de l'impôt porté par chaque tête en tant que telle. Ça peut être aussi une transformation, je le vois dans la réflexion qu'on a eue en couple. Pour nous, c'est de savoir, jusqu'à maintenant, l'impôt, c'était l'un de nous, en l'occurrence moi, qui le payait dans sa globalité pour toute la famille. Et là, à partir de janvier, effectivement, nous avons fait le choix de répartir chacun suivant son revenu. Et donc, ça va changer un petit peu, puisque le prélèvement se fera pour chacun d'entre nous. Ça va changer notre manière d'organiser notre comptabilité familiale. Est-ce que tu dirais que c'est assez moderne comme évolution ? Je pense que ça peut être... Pour moi, ça me semble assez logique. Okay. Et en même temps, parce que bien sûr, l'argent a des incidences sur la vie, ça renvoie à la manière dont nous répartissons en fait les recettes et les charges de notre vie familiale. Et là, ça va modifier un peu les donnes. À propos de modifier les donnes, que comprenez-vous des conséquences pour les associations, autres organismes caritatifs qui, légitimement, peut-être, ont quelques craintes liées à cette évolution ? Bernard. Alors, c'est vrai que cette année est une année un peu particulière. On a parlé d'année blanche, c'est une terminologie qui a été mise sur la place sans trop comprendre vraiment ce que ça voulait dire. Ouais. Il y a quelques semaines, bon nombre de responsables associatifs, et non des moindres, Médecins sans frontières et d'autres, France Générosité, ont tiré un peu la sonnette d'alarme, disant on a une baisse des dons parce que les gens ne savent pas comment ça va se passer. Alors ça s'est clarifié un tout petit peu. On va avoir 60% du crédit d'impôt qu'on avait l'année précédente qui va être en janvier. 60% du montant des réductions. Parce que j'ai besoin que nos auditeurs repartent au moins avec un élément de clarification. Si sur mes impôts sur ce sujet, si j'ai bien compris, parce qu'après il faudra voir. Si sur mes impôts de 2017 j'avais 500 euros de déduction, de réduction d'impôts, j'aurai 60% de ces 500 euros qui me seront versés en janvier. Et ça sera régularisé en septembre, une fois que j'aurai fait ma déclaration en avril. Donc on est sur un terrain un petit peu compliqué, en tout cas, qu'on ignore. Restons un petit peu sur ce point-là, et vérifier que Bernard, très humblement, a dit qu'il avait besoin peut-être d'aide. Supposons que tu aies donné 500 euros. Non, c'est ma réduction d'impôt. C'est les 66%. J'ai pas bien entendu le C'est les 66% de déduction d'impôt qu'on peut avoir sur le montant des dons, limité à 500 530 ou je sais plus combien. 531 euros. 531 euros, voilà. Oula, attention, quand même. Les 66% effectivement concernent certaines catégories d'associations, comme par exemple le sont les radios dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, et il y a un taux aussi à 75% pour des actions particulières, par exemple Action contre la faim, tout à fait, où là il y a un plafond à 500 et quelques, mais attention, le plafond pour les dons qui bénéficient de 66%, c'est 20% du total du revenu annuel. Donc, c'est pas du tout plafonné à 500. Donc, vous pouvez y aller en termes de dons, en tout cas pour la catégorie des 66%. Est-ce que Bernard, la lecture de Bernard, là, j'aimerais vraiment qu'on soit clair sur ce point-là, est juste par rapport à cet acompte de crédit, de réduction d'impôts que quelqu'un a eu l'année dernière par rapport à l'année suivante. Marc, ton éclairage là-dessus ? Ça me semble tout à fait juste. Je voudrais juste rajouter dans l'inquiétude des associations, c'est que cette situation-là, qui bien sûr crée de la non-visibilité, donc de l'insécurité et de l'inconfort, vient se juxtaposer avec les conséquences de la modification de l'impôt sur la fortune, de l'ISF. Et ça, c'est très important. Qui s'appelle l'IFI, sur les incidences sur les associations ont été et sont très importantes pour cette année. Très importantes. Et donc, tout ça cumulé,
on est dans quelque chose qui se construit et qui manifestement, comme ça se construit, effectivement, il y a des hésitations. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de donner ? Est-ce que notre don va être déduit et donc réduire notre part d'imposition ou pas ? Cette réalité-là fait que les associations tirent effectivement la langue face à des grandes difficultés parce que le constat, c'est qu'il y a une diminution globale des dons, soit liée à l'ex-ISF, soit peut-être liée à la modification du prélèvement de l'impôt. Oui, David ? Alors, quand même pour préciser, cette crainte sur les dons, c'est lié aux dons qui sont réguliers, qui sont faits par prélèvement. Parce que si maintenant on fait un don à Radio Arc-en-Ciel ou Radio Iris de 200 €, de toute façon, on le dépense tout de suite et on récupérera l'impôt après seulement. Tout à fait. Plus tard, de toute façon, là on a fait une avance de trésorerie à l'État, quoi. Quasiment un an après. Voilà. Oui, c'est ça. Alors que si on fait un don régulier, on fait ce don régulier et et l'année suivante, on récupère le crédit d'impôt qui correspond à tous ces dons-là. Maintenant, si on a un prélèvement à la source, en fait, on ne va pas bénéficier, cet impôt ne va pas être visible, ce don ne va pas être visible dans nos trucs. Donc en fait, on va payer un impôt qui va être un peu plus élevé en avance, jusqu'au moment où il y a une déclaration qui va montrer qu'on a fait ces dons-là et qu'on va récupérer un crédit d'impôt. Okay. Et donc l'État, pour aider et pour donner confiance, dit en fait, on va vous rembourser à l'avance dès le début de l'année 2019. Oui. 40 ou 60%, c'est monté à 60% de ce que vous avez déjà donné l'année précédente, en considérant que c'est à peu près ce que vous allez donner cette année. Exactement, tout à fait. Voilà. Bon, bel effort pédagogique et qui confirme ta lecture, Bernard. Alors, je voudrais, Philippe, élargir un petit peu, parce que c'est vrai, et c'est une question... Alors, moi, je trouve que la manière de calculer l'impôt, il est très opaque et j'y vois absolument pas clair. Et du coup, peut se poser la question de se dire, mais je pourrais faire plus comme geste de solidarité à travers l'aide donatrice que je peux faire à telle ou telle association, parce que finalement, je vais, par l'impôt, avoir beaucoup moins d'incidents. Je vais payer moins d'impôts en tant que tel. Cette question elle est importante parce que, c'est la réalité de l'engagement de l'État pour soutenir la solidarité. Mais c'est le cœur de l'impôt. C'est-à-dire que, là aussi, bien sûr, c'est toujours difficile de sortir de son porte-monnaie des choses, mais notre impôt, il sert à quoi ? Il sert à faire vivre tout ce qui est de la dimension du service public au sens large du terme, et c'est une notion très forte en France. J'espère qu'elle perdurera. C'est en particulier le fait que l'État est le socle de la solidarité nationale, qui fait que nous ne laissons pas sur le bas-côté les plus pauvres. Donc du coup, ça me fait une transition, une petite transition avant la grosse transition, puisqu'une fois n'est pas coutume, je vais vous proposer de passer un peu plus de temps sur la partie biblique et spirituelle. Quels devraient être, d'après vous, à l'occasion de ce prélèvement à la source, les écueils à éviter dans notre rapport à la fiscalité ? Comme Marc vient d'en parler, David, ça t'inspire ? Moi, il y a deux légendes urbaines. Apparemment, oui. En fait, deux légendes urbaines. Ouais, qui sont... Il y a toujours la phrase que j'entends fréquemment, c'est « Ah, mais là, j'ai changé de tranche, maintenant, je vais payer beaucoup plus d'impôts. » Ah. Ça, c'est vrai. Non, mais je peux te dire que c'est économiquement parlant, c'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous avez plusieurs tranches. Si vous gagnez 1 euro de plus que l'année précédente et que vous changez de tranche, il n'y a que 7 euros supplémentaires qui est soumis à la nouvelle tranche. Les euros précédents sont imposés de la même façon. C'est ce qu'on appelle le taux marginal d'imposition. Et c'est ça. Et on change pas tout d'un coup de taux d'imposition global, puisque tout ce qu'on gagnait avant. Donc, par exemple, quelqu'un qui est assez riche et qui est imposé à 50% de ses revenus, c'est uniquement sur les revenus qui sont au-delà d'un certain montant. Absolument. Tous les autres montants qui sont avant comparables à ce qu'on gagne en classe modeste, il est imposé pareil. Et je trouve que ça, c'est intéressant de s'en souvenir. Donc, en gros, ça veut dire que, je vais caricaturer, jusqu'à 1 500 €, on paye tous le même taux d'impôt. Oui. Ceux qui ont entre 1 500 et 2 500, ils payent en plus un petit truc. Oui. C'est comme ça que ça fonctionne. Oui. C'est ça. En dessous d'un certain, tu payes rien. Après, tu as 6%, 9%, 15%. Et le taux va croissant. Voilà. En gros, on est, je crois, à 12% à peu près de moyenne. Et il a sacrément diminué avec les années. Parce que du temps où j'étais conseiller en gestion patrimoine, il y avait des taux marginaux d'imposition au-delà de 50%, ce qui faisait dire à mes clients, en général assez fortunés, que ça sert à rien que je bosse plus parce que je donne au minimum la moitié à l'État. Voilà. C'est beaucoup plus lissé. Et d'ailleurs, est-ce que tu as parlé de 2 légendes urbaines avant que... Oui, parce qu'en fait, là, on se concentre sur l'impôt sur le revenu, qui est important et qui est très visible puisqu'on fait des chèques et on le voit. Mais les prélèvements obligatoires sur nos revenus,
prélèvements obligatoires sont bien plus larges que ça. Parce qu'il y a la TVA, à chaque fois qu'on achète quelque chose, il y a 20% qui aussi. part. Il y a la CSG, tout ça. Oui. Vous savez qu'en fait, ça représente, il y a un tableau qui est intéressant, en fait, ici, là. Il faudrait que je le monte à une caméra. Qu'est-ce qu'il est fort, quand même. Qui accumule les différentes couches de taxes. Et en fait, on se rend compte qu'on est chacun à peu près taxé à entre 40 et 50% de tous nos revenus primaires partent à l'impôt, d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire en impôt sur le patrimoine, taxe sur les entreprises, David, non, tu n'as pas pu dire sur une pareille chose, ce n'est pas possible. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que là, vous avez la répartition des revenus. Au secours. Eh bien, les revenus les plus élevés payent... Vous voyez, en fait, l'impôt sur le revenu augmente chez eux, mais l'impôt sur les salaires diminue, parce que généralement, ils sont moins salariés. Donc, vous voyez qu'en fait, tout le monde paye à peu près la même chose. C'est-à-dire que tu as tout à fait, pourcentage. Voilà, tu as tout à fait raison, David. Et c'est là que sont, alors c'est souvent complexe, toutes les politiques fiscales. Mais la politique fiscale la plus injuste, c'est la TVA. C'est-à-dire que chacun d'entre nous paye la même chose, que l'on ait de l'argent ou qu'on n'ait pas d'argent. C'est pour ça qu'on voit qu'elle est pondérée avec d'autres impôts. Et un petit rappel, rappel, même pas 50% des contribuables français payent de l'impôt sur le revenu. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'ils ne payent pas de prélèvements obligatoires. Ils sont quasiment tous. Vous voyez, le petit percentile de ceux qui se payent le moins, qui gagnent le moins. Son effort pédagogique est tout à fait louable, c'est bien ce que je disais, la mort et les taxes. Moi, je vois plus d'amour du tout. Désolé, les gars. Ceux qui ne payent pas d'impôt sur le revenu ont quasiment 40% de prélèvements obligatoires. L'amour, il est peut-être dans la solidarité envers les plus nécessiteux et qu'on peut manifester aussi par le soutien aux associations et autres. Tu vois, c'est la transition. Ce que dit David, quand même, est bien essayé, mais Marc... est très, très important parce que il faut sortir d'une légende. Tout citoyen, quel qu'il soit, participe par la taxe ou divers impôts, divers et variés, participe à la solidarité nationale. Et quand on entend bien souvent « Ah bah de toute façon, il y a ceux qui reçoivent tout le temps et qui ne participent de rien », eh bien c'est totalement faux et il faut sortir de cette logique-là. Nous sommes tous, quels que soient, participants à la solidarité nationale. Bien. Alors, jusqu'à présent... Ça fait plaisir. Non, mais ça fait tout de suite plaisir. Voilà, du coup, je ressuscite. Alors, concrètement, ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est un partage d'expériences très personnelles sur le prélèvement à la source et moi aujourd'hui. On a essayé d'apporter aussi quelques éclairages, notamment sur le sort des dons aux œuvres et l'impact sur la fiscalité. Et on a terminé avec le rapport à la fiscalité et d'éviter quelles que soient légendes urbaines, soit des outrances fausses. Dans un instant, un éclairage biblique et spirituel pour un autre prélèvement à la source. Éclairage, éclairage, éclairage. Sur une tendance de société, sur une actualité, un débat pluriel et surtout, de bonne foi. Éclairage. Bienvenue à nous et bienvenue à vous surtout si vous nous rejoignez. C'est gentil de nous accueillir. Oui, parce qu'on est sur un sujet un peu chaud, c'est le prélèvement à la source aujourd'hui. Donc on a déjà évoqué quelques points de clarification, beaucoup de partage d'expérience. Et maintenant pour la partie qui peut intéresser ceux qui ont une démarche de foi, qui s'estiment plus ou moins croyants, un autre peut-être prélèvement à la source, peut-être est-ce audacieux de le nommer ainsi. Quid de la dîme, donc la pratique de la dîme dans l'enseignement biblique et ensuite concrètement dans ma pratique d'aujourd'hui, notamment en lien avec les dons aux œuvres et la solidarité nationale. Alors dîme, Bernard, peut-être que ça serait intéressant de rappeler de quoi il s'agit. Eh bien, vas-y Bernard. Allons-y. C'est une contribution qui, dans les premiers textes de la Bible, l'Ancien Testament, le premier, était demandé au peuple, c'était 10% des revenus. Eh bien voilà, tout à Donc, fait. 10% devait être donné pour le fonctionnement du culte. Oui, c'était pour les Lévites en l'occurrence. Pour une des tribus, celle qui s'occupait du culte, des célébrations, de l'entretien du temple et tout ça. Comme ils n'avaient pas d'activité, ça allait constituer Mais est-ce que ça comprenait que le culte ? Ah, alors, intéressant. Donc, y avait-il d'autres types de dîmes, en plus de celle qui est rappelée par Bernard ? Je fais appel à nos talents de théologiens, voire d'exégètes. Parce que quand même, l'impôt a quand même été inventé un peu en même temps qu'on a fait des guerres et qu'il fallait payer
des militaires. Ça a quand même été généralement la motivation pour prendre des impôts. Et je me dis que le peuple d'Israël ne faisait pas que des cultes, il avait aussi une activité militaire. Je pense que cette dîme... Alors, dans l'Ancien Testament, c'est pas présenté comme ça, mais vraisemblablement quand même, ça ne servait pas qu'au culte. Mm-hmm. Bon, ça aurait été étonnant que ce peuple-là ne prélève pas quelque chose pour... De toute façon, il fallait bien nourrir et armer les gens. Bon, c'est peut-être à une certaine époque quand il était en fuite, mais même là, il faut quand même, à un moment donné, partager le poids de la défense et de l'organisation d'une population. Restons dans l'Ancien Testament. Y avait-il d'autres enseignements au sujet de la dîme, en dehors de la partie, on va dire, spirituelle, qui servait à financer effectivement la tribu, les Lévites en l'occurrence? Non, pas plus que ça. Ok, mes rapides recherches sur le sujet m'ont amené à voir qu'en fait, il y avait plusieurs types de dîmes. Il y avait la dîme, effectivement, pour les Lévites. Il y avait aussi des dîmes pour les festivités. Il y avait aussi des dîmes pour des offrandes volontaires et pour les pauvres. Et en fait, dans l'Ancien Testament, d'après mes recherches, un théologien peut-être mettre un contrat sur ma tête après cette émission. Non, il le fera pas, parce que c'est un théologien, bien sûr. Mais il y avait à la fois le côté légal, c'est-à-dire une obligation donnée au peuple, et aussi un côté volontaire. Et notamment, Abraham, vous trouvez ça dans Genèse 14, qui, de manière tout à fait volontaire, a donné 10% de l'ensemble de ses revenus. Alors, on est bien d'accord, dans l'Ancien Testament, les revenus, c'est pas tout simplement des têtes de bétail, quoi. Voilà, c'est clair. Philippe, Marc. Il me semble que ce qui est posé là, Marc is back. Dans l'Ancien Testament, et puis dans, bien sûr, tout ce que les 2000 ans de christianisme nous ont fait vivre. C'est le rapport pour une Église, le rapport entre le temporel et le spirituel. Et jusqu'à il y a peu de temps, l'Église étant au pouvoir temporel, prélevait, et parfois ô combien de manière importante, des impôts pour faire vivre ce qu'il considérait devoir être légitimement sa responsabilité, c'est l'organisation globale d'une société. Rappelons bien sûr, et on y viendra puisque c'est incontournable, Jésus-Christ est venu nous dire « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Ça ne veut pas dire que Jésus mettait en avant qu'il faut se désintéresser de la réalité de la vie de notre société. Elle est même indispensable. Mais elle n'est pas la part de ce qui est notre relation à Dieu et le développement de notre démarche spirituelle. On ne peut pas mélanger les genres. Et je dirais juste que, encore aujourd'hui, heureusement d'ailleurs, au cœur de nos célébrations, dominicales ou d'autres moments, la question de l'offrande, la question du don est au cœur même de la célébration. Dans l'organisation d'une célébration qui passe par l'accueil, par l'acclamation de la parole et le partage de la parole, la question de l'offrande est au cœur de cette célébration-là. C'est pas pour rien. C'est de dire aussi, on vient donner pour faire vivre. Alors, que dit le Nouveau Testament, avant qu'on voit un peu comment on peut éclairer le chrétien aujourd'hui qui se pose des questions, est-ce qu'il faut que je donne 10% de mes revenus? En fonction des milieux, c'est une règle plus ou moins tacite. Que dit le Nouveau Testament par rapport à l'Ancien Testament? Est-ce qu'il y a des enseignements bibliques et de Jésus notamment sur la pratique du don, peut-être des éclairages sur le sujet? J'ai juste envie de dire que ta main droite ne sache pas ce que fait la gauche. Ouais, ok. Donc, si tu donnes d'un côté, si après tu es confronté à un autre besoin, il ne faut pas hésiter à donner en disant « Ah attends, j'ai déjà donné ma dîme, stop, quoi, c'est bon. » Ok, c'est comme ça que je l'interprète. C'est comme ça que tu l'interprètes, ok. David, ça t'inspire? Oui, moi, c'est la notion du calcul que l'on fait dans nos vies, en fait. C'est par rapport à, aussi, ça rejoint ce que tu dis entre l'obligatoire et le libéral, enfin, ce que l'on décide de soi-même. J'ai perdu le fil. C'est pas grave, il y a un grand moment de spiritualité, je trouve, en tout cas d'intériorité. Le silence est important. Oui, tout à fait. C'est une respiration. Il y a des choses qu'on donne parce qu'on est un peu obligé, et on peut le faire avec plaisir parce qu'on se rend compte qu'on participe à une communauté nationale ou religieuse, et voilà. Et il y a ce que l'on donne avec un élan du cœur qui est un peu différent, c'est-à-dire tout d'un coup il y a quelque chose où on est libéré d'une peur de manquer, on se libère d'un attachement à des choses matérielles, et on exerce
justement notre liberté en fait. Okay. Donner, c'est exercer notre liberté. Ok. Et, super. Et je trouve que d'ailleurs, dans l'impôt, comme il est fait en France, on voit bien que le fait qu'il y ait des crédits d'impôt pour le don aux associations, c'est aussi pour pouvoir nous donner, parce que l'État pourrait tout organiser, tout ça, et prendre un truc forfaitairement, mais c'est pour nous exercer aussi, donner un peu notre sentiment de liberté et de choix, et que affectivement, on investisse aussi ce don, puisque c'est quand même un peu un don. Oui. Et je pense qu'effectivement, ça a un aspect vraiment important religieusement dans le déroulement d'un culte, de donner, parce que ça doit à chaque fois nous interroger sur quel est mon attachement, quelle est ma crainte pour l'avenir, quel est mon calcul. Ça, je trouve ça très important. Comment est-ce que je calcule dans ma vie ? Est-ce que je calcule les gens ? Est-ce que je calcule tout ? Est-ce que je suis un calculateur froid ? Ou est-ce que je suis un être qui vibre et qui se met en résonance avec d'autres personnes et qui ne réfléchit plus à ce moment-là ce qu'il doit donner ou pas donner ? Ça me fait penser d'ailleurs à la diatribe de Jésus. Jésus pouvait être assez confrontant par rapport à la dîme des pharisiens. Dans Luc 11, 42, quand il dit « Malheur à vous », où en fait vous faites la dîme de la menthe, de la sauge, etc., mais en fait vous passez à côté d'autres choses. Donc il y a bien l'état d'esprit, puis après il y a la pratique aussi. Donc plus de dîmes dans le Nouveau Testament, alors les gars ? Dans le Nouveau Testament ? Je sais pas, moi je suis chrétien, je m'abstrais à quelque chose, oui, non, j'ai une règle, je me fixe moi-même ma règle. Alors là, c'est... Ah non, mais attendez, les gars. Alors, je crois que tu disais que la pratique de la dîme était une règle plus ou moins tacite dans certains milieux. C'est vrai. Il y a des milieux où on n'en parle jamais. Ok. Il y a des milieux où on la suggère fortement, voire on l'impose en disant, si tu viens tous les dimanches ici, il faudra que tu... Allez, je vais caricaturer à gros traits, il faudra que tu amènes ton bulletin de salaire et qu'on voit si ce que tu donnes, ça correspond bien. Non, là, on bascule du côté sectaire de la pratique. D'accord. Non, mais... Je ne connais pas personnellement, mais je vois ça l'état d'esprit qu'il peut y avoir des fois. Oui, ok. Donc, je crois qu'on est dans cet éventail. Ok. Mais moi, j'aimerais juste dire que la dîme, c'est qu'une dimension. Tu l'as dit tout à l'heure, tu as parlé d'offrande. Je crois que si, dans ma pratique personnelle, je consacre une dîme, après, je peux être face à des situations où je calcule plus. Ok. Un socle. Moi, j'aimerais ça les offrandes, en fait. Voilà. Ok. Marc. Tu disais, Philippe, est-ce qu'il y a quelque chose dans le Nouveau Testament ? Je crois que ce que vient nous apporter Jésus, c'est une autre manière de penser la vie. Et David l'a déjà très bien mentionné, on a vu beaucoup de temps. Oui, la crainte de manquer et l'attachement. Mais c'est surtout, Philippe, l'invitation qui est faite, c'est retrouvez-vous en communauté, mettez tout en commun pour pouvoir faire vivre la vie communautaire en étant attentif aux besoins des uns et des autres. C'est une autre manière de penser l'existence. C'est ça que Jésus est venu nous apporter. Ça n'est pas de dire on met par terre tout ce qui fonctionne dans la société, etc. Mais en tant que chrétiens, nous sommes invités à vivre peut-être autrement. Et par notre vie, à témoigner qu'il est possible de pouvoir penser notre vie sous des formes de gratuité et d'amour. Oui. Oui. Ça m'a inspiré ce que tu me disais. D'accord. J'ai quoi, 40 secondes pour dire quelque chose par rapport à ça ? 32. En fait, il y a le cercle national qui est un cercle un peu comme ça, et puis il y a plusieurs cercles, il y a des cercles plus petits. Et là, les chrétiens, ou d'autres communautés religieuses, mais on a cette expérience-là, d'une vie de communauté religieuse, d'une grande famille, qui a un projet commun, qui a investi dans des murs, qui a fait des travaux communs, et qui a un pasteur qu'elle doit payer. Donc là, forcément, il faut qu'elle s'organise pour, avec un des prélèvements importants, pour arriver à faire vivre ce cœur de communauté qui est là, et qui n'existera pas si personne ne donne. Donc là, il faut vraiment des règles immédiates et assez rigoureuses, peut-être un peu, enfin en tout cas assez lisibles et transparentes pour que tout le monde, pour que cette communauté existe. Mais je trouve que c'est vrai qu'il ne faut pas oublier, il faut pas se remettre dans ce cercle national qui est un peu trop large comme ça, et il faut réfléchir dans notre cercle, comment est-ce qu'on exprime cette solidarité, ce don mutuel, cette libéralité, de ne pas l'oublier, même avec nos enfants, même avec notre conjoint, de quelle façon on échange des choses, du temps passé, ou des cadeaux. C'est pas l'idée du cadeau, c'est de pas simplement s'en remettre à quelque chose qu'on laisse comme ça. Allez, je te fais un chèque cadeau à Noël et tout ça. Enfin, bon, c'est barbant, parce que je pense qu'il y a quelque chose. Il faut qu'on ait un projet commun dans lequel on investit ensemble et qui peut être tout simple, mais qui nous tirera quelque chose de notre amour.
Il y a un Corinthiens 16:2, c'est dans le Nouveau Testament, qui exprime que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part selon sa prospérité, etc. Rapidement pour terminer, puisqu'on est vraiment à la fin, des témoignages personnels du coup sur comment vous essayez vous de mettre en pratique cette libéralité, ce cercle large, ce cercle... Est-ce que vous vous êtes fixé vous-même vos propres règles, vous avez des habitudes, je dirais aussi ma propre expérience. Une discipline. Bernard, c'est commencer par ça. Et pas attendre la fin du mois pour dire combien je vais donner. Eh ben, ça le mérite, le premier jour de la semaine. Ça le mérite d'être très concret. Voilà. Ok. Commencer par d'autres témoignages très concrets, très personnels sur quelle forme ça prend dans nos vies. Ouais, mais je pense que c'est effectivement l'image des cailloux dans un bocal. Si on commence par les gros cailloux, on arrive après à mettre les petits, mais si on commence par le sable, on n'arrive plus à mettre les gros cailloux. Et c'est vrai qu'il y a des moments dans la vie où on est bien ordonné, on a des projets clairs, et puis on met ces gros cailloux. Puis quand c'est bousculé, il y a le sable qui... Voilà. Et donc effectivement, quand on a des changements de vie, c'est pas forcément toujours évident de commencer par ça. Et donc après, il faut sortir le sable et remettre les gros cailloux. Et personnellement, c'est un petit peu ce que j'ai vécu ces dernières années. Et c'est vrai que évidemment, on se rend compte qu'effectivement, on donne de moins en moins, qu'on trouve ça de moins en moins anormal. C'était un peu ça, et je me dis, voilà, effectivement, merci ce pour genre d'émission le rappelle. Ouais, super, ok. Oui, moi je crois que c'est, pour moi au moins, c'est un appel constant à la conversion et que c'est pas simple. C'est pas simple, c'est de se dire qu'est-ce qu'est ce chemin de pauvreté dans lequel on est invité à vivre. Quelle est cette conversion qui va nous amener à dire ce qui est prioritaire, c'est l'attention que je vais porter à l'autre. Voilà. Alors la traduction du quotidien, moi je vois mes pauvretés par rapport à cela. Et nous concernant, ça fait un certain nombre d'années que ma femme et moi, nous avons des sujets de friction réguliers, et notamment sur le rapport à l'argent. Et une des manières pour m'aider à me convertir, parce que j'ai besoin d'être converti régulièrement sur ce sujet, pour prendre ton terme, c'est que nous avons décidé de nous appliquer à nous-mêmes, en toute liberté, la règle de la dîme. C'est-à-dire que 10% de nos revenus, toutes sources confondues, sont versés à des organisations et des associations. Et en général, on y consacre, c'est très concret, au minimum 50% à l'église locale dans laquelle on est, parce qu'entre guillemets, on consomme ne serait-ce que le chauffage, par exemple, et 50% qui sont distribués à 2-3 autres œuvres et associations. Donc ça, c'est une pratique que nous faisons tous les ans, qui des fois me coûte. Et en fait, je pense qu'elle a apporté beaucoup de bénéfices dont la plupart me sont encore inconnus à ce jour, mais en tout cas, ça participe à cette conversion, parce que l'être humain est ce qu'il est, et je n'échappe pas à la règle. Eh bien, il me semble bien qu'on est passé de la mort aux taxes et de l'amour aux taxes. Non ? Et à la Formidable. vie. Et à la vie. Bien, un grand merci pour cet éclairage sur le prélèvement à la source. Et du coup, chère équipe, à bientôt pour une nouvelle émission. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.